de route. On est arrivé pardon, super. On va donc dédier le cours les Refoua Shelema de Yaakov ben Rivka Beto Kol Cholei Amecha Israël. Donc je vous rappelle qu'on est arrivé à ce verset numéro 4 dans Route, qui est peut-être un des piliers, un des points névralgiques de toute l'œuvre de Route, qui était donc la façon que Boaz va avoir de dire bonjour à ses employés, donc ce qu'on pourrait voir de façon extrêmement verticale. Et il a un égard énorme puisqu'il leur dit Hachem Imachem. Et d'où ça vient, c'est qu'en fait il a mis de façon étatique, on avait dit, en place, une nouvelle façon de se dire bonjour. Quand tu dis bonjour à quelqu'un, tu dis Hachem Imachem, Dieu est avec toi. Comment je peux dire Dieu est avec toi? Où est-ce que j'ai vu ça avec des lunettes translucides? Réponse, je m'entraîne, au lieu de détecter chez l'autre tout ce qui cloche, comme on a l'habitude, essayer de voir ce qui est génial, ce qui est de l'ordre du talent, de la génialité, des compétences essentielles qui font que la personne qui est en face de moi a quelque chose de spécifique. Ça, c'est Hachem Imachem. C'est-à-dire parce que toute zone de génialité provient forcément de quelque chose de divin. C'est l'âme qui est en train de transpirer à l'intérieur de la qualité de l'individu. Et il faut être capable de la repérer. Et quand je la repère, je la verbalise. C'est 2 étapes. Maintenant, ça, c'est donc ce qu'il a mis en place, qui fait que les moissonneurs vont lui dire il y a Hachem que Hachem te déploie. Pourquoi? Parce que quand ce que tu dis à l'autre, tu as quelque chose de génial, tu lui permets de se déployer. Parce qu'il va vivre en fonction de l'image que tu as de lui, c'est-à-dire qu'il a déjà une micro-image personnelle, puisque le talent, c'est quelque chose que je sais de moi. Mais si tu me le dis, tu appuies d'une certaine façon sur cette dimension qui est la mienne, et donc tu m'offres une sorte tu me tends une perche pour encore plus déployer cette notion. Et donc, les moissonneurs vont lui dire que Hachem te bénisse, te déploie toi aussi. Ça, c'est donc cette dynamique du bonjour qui est peut-être vraiment le verset le plus essentiel qui va expliquer pourquoi on pourra faire la rencontre entre Boaz et Ruth qui viennent de deux univers tellement différents. On a le multimilliardaire, le multi-juif, le multi-winner, le multi tout ce que tu veux. Un nouveau concept, le multi-juif. Ouais, t'as vu, multi. Non, parce qu'en fait, il y a l'aristocratie juive, si tu veux, il descend de Yehuda directement. L'aristocratie, ouais, au sens capacité de prendre des décisions, au sens accéder à ce qu'on appelle la notion de royauté. Donc lui, il descend de Yehuda, et elle descend de la source la plus décriée du judaïsme, Moab. Et pourtant, les deux vont se rencontrer parce qu'à la base, il y a un individu qui est capable de voir autre chose que ce qui cloche chez l'autre. C'est une dynamique essentielle dans tous les rapports humains. Dans le couple, c'est encore plus puissant. Ouais, parce qu'on rapidement se focalise sur les défauts de l'autre qui fait que finalement on voit que ça. Et donc être capable de pouvoir inverser cette façon de regarder l'autre, ça c'est l'enjeu essentiel. Donc vraiment on a touché du doigt le point essentiel. Maintenant, ce que je ne vous ai pas dit la semaine dernière, je vous le dis maintenant, il y a une sorte de préalable avant de pouvoir détecter chez l'autre ce qui est génial. Le préalable à tout cela, c'est la faculté à voir ce qui est génial en nous. Parce que si tu n'es pas capable de voir ce qui est génial en toi, tu n'arriveras pas à voir ce qui est génial en l'autre. Au contraire, ce qui est génial en l'autre va t'agacer, va devenir insupportable parce que finalement, tu vois une réalisation chez l'autre que tu ne soupçonnes pas chez toi. La frustration. Exactement. Donc ça va générer, au contraire, beaucoup plus que une dynamique du regard, ça va générer de la jalousie. C'est l'inverse de ce que tu disais la dernière fois, c'est-à-dire quand on voit quelque chose qui nous gêne chez l'autre, c'est qu'il faut qu'on regarde d'abord chez nous. Alors ça c'est le Baal Shem Tov. C'est l'opposé. Ouais, ça veut dire en fait c'est une siette du Maya, c'est une aide divine qui fait que lorsque tu détectes chez l'autre quelque chose qui cloche, sache une chose, c'est que c'est une sorte de projection sur un grand plan de ce qui est gênant à l'intérieur de toi. Donc c'est ce qu'il disait Baal Shem Tov dans l'explication du verset le plus connu, Ve'afta l'ereacha kamocha ani Hashem. Le verset, tout le monde connaît Ve'afta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain. Ça finit par Ani. Ouais, ça finit par ani Hashem. Et bien j'avais dit pourquoi ani Hashem? C'est comme si à chaque phrase, Victor Hugo signait je suis Victor Hugo. Misérable, ça on a compris. La Torah il n'y a que Hashem, donc c'est évident. Non. Ve'afta l'ereacha, tu aimeras pour ton prochain. On met une virgule. Kamocha ani Hashem, comme toi je serai Hashem. Ça veut dire, ce que tu mets en place pour aimer l'autre va définir la façon que Hashem a de t'aimer. Kamocha ani Hashem, comme toi je serai Hashem. Vous entendez, si tu es capable de mettre en place cette relation de l'amour de l'autre, tu auras le retour immédiatement d'Hachem. Si tu aimes les briottes, Hachem va t'aimer. Donc il y a ici un passage de l'horizontalité vers la verticalité. L'horizontalité sécrète la verticalité. Donc, c'était Baal Shem Tov. Maintenant, je dis, en amont de ça, il faut être capable d'avoir un concept de soi positif déjà.
pour alimenter le concept de l'autre, il faut encore être capable d'avoir un concept de soi positif. Sinon, comme tu le dis très bien, on va voir chez l'autre, ça va nous agacer, c'est insupportable. Ouais, il réussit, je réussis pas, il est bien, moi je me sens pas bien. Ouais. Alors, pour ça, donc, je ne vous ai pas donné la technique, mais il y a une technique très importante qui est donnée par les maîtres de la pensée juive, qui consiste, donc c'est vraiment un TP hyper technique. Vous prenez une feuille à 4 éventuellement, vous dessinez un cercle à l'intérieur de cette feuille vierge, et à l'intérieur du cercle, on y couche tous les talents qui sont objectifs chez toi. C'est pas de la vanité, c'est de la connaissance de soi. Ouais. Maintenant, lorsque je parle de talent, il y a une palette extrêmement large. Quand tu dis talent et force en France, je pense tout de suite à capacité en mathématiques. Je m'excuse, hein. Ouais. Performance en termes de... Alors, en fait, on va élargir énormément le cadre des choses qui font la génialité d'un individu. Et donc, il faut essayer d'être hyper large. Par exemple, quelqu'un peut avoir le sens de l'humour. Le sens de l'humour, tu n'intègres pas forcément Polytechnique avec, c'est vrai. Mais c'est une arme essentielle pour réussir son couple. Parce que la vie, elle est faite, non pas d'un long fleuve tranquille, mais elle est faite d'énormément de circonvolutions. Et être capable de rebondir avec le sens de l'humour, de dédramatiser par exemple les choses, c'est quelque chose d'essentiel dans la vie. Ouais. Donc ça, c'est une arme énorme. Je marque sens de l'humour, j'étais toujours le pitre de service, je marque sens de l'humour. Je marque fidélité aux horaires par exemple, quelqu'un de ponctuel, c'est quelque chose d'essentiel. Être tout simplement quelqu'un qui est aussi fidèle, quand on lui donne un secret, on lui dit un secret, il est capable de le garder. Par opposition à d'autres qui vont... ça sortira pas du département, par exemple. Ça s'appelle une qualité. Ouais. Je suis quelqu'un de fidèle, ouais. Je suis quelqu'un de téméraire, je suis quelqu'un de courageux, je me lève hyper tôt le matin. Ouais. Là, il y a des gens qui arrivent comme ça à 4h, 5h du matin, parce qu'ils ont la pêche, sans se coucher à 6h la veille. Hein. Ouais. Il y a des gens comme ça qui ont un talent. Téméraire, on peut considérer ça comme un talent. Parce que courageux, oui, mais téméraire. Ouais, téméraire, tu peux devenir un... Alors, c'est péjoratif, téméraire. Non, mais téméraire, ça veut dire que tu connais pas le danger, donc c'est pour ça que tu y vas. Alors que courageux, tu connais les choses et donc tu y vas quand même. Ok, je connaissais pas sous cette nuance. Je voulais dire quelqu'un qui est capable vraiment... Une persévérance prend... Ok, alors, gomme, téméraire et on va mettre persévérance. Donc, il y a une palette énorme de qualités. Poétique, par exemple. Poétique. C'est vrai que dans l'économie d'une famille, c'est bien beau d'avoir un poète, mais le problème c'est que déguster une tartine... Voilà, ça veut dire déguster une tartine, je vais après comme ça. Mettez 1 heure pour déguster une tartine de pain avec du Nutella. Et mes parents devenaient fous, tout le monde... Mais écoute, ça suffit, ouais. C'est pas possible, on peut pas avancer, ouais. Donc le poète... Alors c'est vrai que ça avance pas très vite, mais c'est vachement important d'être poète dans la vie. Ouais, c'est quelque chose de... C'est une créativité. En grec, en latin, ça veut dire créer. Les gens qui pourront créer des choses. Donc ça c'est toi. Maintenant, quand je fais ça avec des étudiants, je leur dis, répondez rapidement à 3 qualités qui sont les vôtres. C'est le truc typique qu'on donne dans les entretiens d'embauche. Ouais. Alors, soit tu t'es préparé, bon, tu dégaines, mais quand tu t'es préparé, ils ont du mal. Si tu as du mal, je dis, ça veut dire que tu as un concept de toi hyper atrophié. Atrophié pourquoi ? Parce que peut-être tu es né dans un foyer où tes parents, ils ont trop appuyé de façon négative. Ah, t'es paresseux. Donc en fait, ils ne ressortaient ça que de toi. Ouais, que ça de toi, pardon. Ou bien parce que tu as un professeur qui t'a déchiré comme il faut, ou un maître, ou un cousin, je sais pas, il y a des occasions dans la vie qui font que d'un coup l'individu il va avancer avec ce boulet qui est un concept de lui atrophié. Maintenant, première des étapes, donc on a dit, je vais coucher sur le texte tout. Alors si tu as du mal à trouver toi-même, interroge tes parents s'ils t'ont pas brisé, et si t'ont brisé, tu interroges tes grands-parents, parce que eux ils t'ont vu quand tu étais petit, et ils savent exactement quelles étaient tes traits caractéristiques. Ça ment pas, les enfants on les voit tout de suite. Hein. C'est fou, moi j'ai par exemple une fille. Un jour, elle a... Alors, c'est une fille qui est hyper... pas du tout ordonnée. La chambre, c'est toujours Hiroshima, tu vois. Mais c'est incroyable, elle a une vision, je sais pas comment, scannérisante de la vie, qui fait qu'elle sait où se trouve tout. Donc, dans la vie, tu as toujours perdu tes clés, enfin, tu sais pas où tu mets tes clés, ton portable. Il est là. Je sais pas comment, ouais. Donc, elle est ordonnée. Dans sa tête, exactement. Enfin, elle a un autre, mais elle n'arrive pas à le reproduire au niveau de sa chambre. Et en fait, rapidement, donc on a vu ça chez elle, on l'appelle la trouve-tout. Mais plus on a dit ça, qu'elle a été trouve-tout, plus en fait elle a développé des techniques encore plus améliorées, ouais. Donc en fait, t'appuies sur quelque chose et c'est génial, ouais. Donc maintenant, elle sait que c'est ça. Maintenant, t'interroges tes parents, t'interroges tes grands-parents, toi t'étais comme ça, t'étais comme ça. Ouais. Maintenant, une fois que t'as réussi à remplir ce cercle, tu mets à l'extérieur du cercle les qualités que t'as pas, jamais les défauts. Si je sais que je suis une grosse barre, je mets à l'extérieur générosité. Les qualités
qualité, c'est un miroir par rapport à un défaut. Oui, mais d'abord pas forcément, mais surtout, je veux pas raisonner en termes de défaut. Parce que qui dit défaut dit je suis mal. Mais c'est une question de vocable. Non, mais ça veut dire oui, c'est une question de vocable, mais c'est très important au niveau de son auto-coaching. Tu as raison. C'est une question de vocable, tout simplement. Ouais. Mais c'est important de raisonner que en termes de qualité. Ne jamais évoquer la notion de défaut qui est trop culpabilisante et donc trop fossilisante chez l'individu. Ouais. Donc, je mets à l'extérieur les qualités que j'ai pas. Ouais. Si je suis quelqu'un, par exemple, de plutôt poète, ouais, je mettrais peut-être ponctualité. Ouais, je parlais du poète dans sa version un petit peu poète dans les horaires, ouais. Je mets ponctualité, c'est pas moi, ouais. Maintenant, une fois que j'ai mon cercle, je me concentre sur tous les aimants du cercle. Et j'imagine que je suis chef d'entreprise, ou je suis papa, qui veut marier sa fille, ou qui veut marier son gosse, et qui va avoir devant lui... Il manque quelque chose ? Il y a un problème ? Non, je cherchais à écouter. Ah voilà. Asiatique. C'est ça que j'ai commencé, ouais. Et donc, je vais m'imaginer que je vais recevoir un nouvel employé qui m'a donné ce CV, mais pas le CV classique qu'on fait, ce CV avec ce cercle. Et je réfléchis, je me dis, tiens, ou bien ce khatan, ou bien cette kala, peu importe. Je me dis, tiens, il est ponctuel, il est poète, il est, bon, peu importe. Et ben, tiens, mais c'est intéressant. Il est fidèle. Je me rappelle, j'avais vidé une secrétaire parce que justement, elle n'était pas, on ne peut pas compter sur elle, c'était un peu n'importe quoi. Il est méthodique, Mais qu'est-ce que je vais faire avec cette personne ? Je dis, waouh, je peux faire ça me chauffe. Faut que la personne accepte de changer. Non, pour l'instant, non, je te dis, 2 secondes. J'ai ce CV. Maintenant, dans l'étape. Une fois que j'ai vu que je peux faire des tonnes de choses avec cette personne, je me dis, tu sais quoi ? Cette personne, en fait, c'est moi. Je viens de découvrir ma carte d'identité. Je viens de la découvrir. Et ça génère chez l'individu une simpra, une joie. Ça, c'est moi. Maintenant, une fois que j'ai ça, je sais quelle va être mes zones de travail dans lesquelles je vais bosser. Et j'ai toujours pas encore évoqué la dimension des qualités que j'ai pas. Pas des défauts, mais des qualités que j'ai pas. Parce que si je déploie au maximum toutes mes qualités, alors de façon relativement naturelle, pas mal de défauts vont s'estomper, pas se déraciner, mais ça sera moins proéminent chez moi. Il y a un rééquilibrage qui va se mettre en place. Je suis pas en train de dire que j'ai déraciné un défaut. Mais pour l'instant, je ne m'intéresse pas à déraciner les défauts. Ce qui m'intéresse avant tout, c'est magnifier tous les talents qui m'ont été donnés par Hachem de façon presque naturelle. Ouais. Donc, ça, c'est le premier travail. Celui qui met ça en place, nous disent les maîtres, c'est l'interne. Alors, cet individu va petit à petit grandir par rapport à ça. Ça, c'est donc la première des techniques à mettre en place, le plus tôt possible. Deuxième technique, lorsqu'on a déjà un concept de soi atrophié, alors nous dit le Shlach Kadosh, ça c'est un maître du XVIe siècle, qui dit que il faut, juste avant de dormir, se répéter. Donc je dis bien juste avant de dormir parce qu'en fait c'est le moment où tu commences un petit peu à perdre pied, un tout petit peu, et à ce moment-là précis, alors si tu commences à réfléchir sur tes qualités, tu n'auras pas le réflexe immédiat de se dire oui, je suis persévérant, je suis gentil, mais de notre côté j'ai ça et ça, qui fait qu'en fait on s'auto-ankylose. Donc il y a un moment où tu lâches prise. Donc c'est le moment bien après la dernière consultation de Facebook, des WhatsApp, c'est quand tu sens que tu lâches le portable, tu commences à lâcher un peu prise, d'ailleurs des fois il tombe de tes mains, c'est bon, c'est le moment où jamais tu réfléchis à 3 qualités que tu as et tu dis voilà, j'ai ces 3 qualités, au nom de ces 3 qualités que j'ai, demain je vais déchirer ma journée. Tu répètes ça 21 jours, 3 semaines, ça te métamorphose en individu. Donc ça c'est lorsque tu as déjà un concept de toi atrophié, on va essayer de reconstruire en attrapant ces moments de semi-conscience, semi-inconscience, qui sont tellement fertiles pour remodeler, reconstruire notre image de nous-mêmes. Ça, c'est donc l'enjeu essentiel. Est-ce que dans ce travail, tu ne vas pas arriver au bout de 3 semaines ou 3 mois à l'opposé, c'est-à-dire à la place d'avoir quelque chose d'atrophié, mais de quelque chose de maintenant surgonflé ? Alors, bien comprendre une chose. Je vois tout de suite se profiler ici la peur de l'orgueil. La peur de l'orgueil, non. Comment ? Juste la vanité. La conscience. Ouais, alors regarde, je t'explique. Comment dire ? Il faut toujours se rappeler cette définition du Nefesh HaChaim, Rabbi Chaim de Volodjine, qui dit que le point de départ de l'orgueilleux est exactement le même point de départ que l'homme modeste. L'homme modeste, c'est le summum dans la Torah. Ouais. Maintenant, les deux
partent d'une conscience extrêmement subtile et raffinée de tous leurs traits de caractère positifs. À la différence, c'est que l'orgueilleux dit, puisque j'ai telle et telle qualité, me revient de droit des acclamations. Sortez le tapis rouge et me revient de droit. Le modeste va dire, en fonction de toutes ses qualités, donc j'ai tel et tel boulot à faire. L'un traduit en droit, l'autre traduit en devoir, c'est tout. Mais le point de départ de l'homme modeste, c'est l'individu qui n'est pas en train de dire « ouais, je suis un bidon », non, pas du tout. Je sais exactement quelles sont mes qualités, quelles sont mes zones de génialité, et donc Hachem attend de moi quelque chose. Si j'ai un sens de l'humour très développé, il attend de moi que je m'éclate dans la vie, certes, et je fasse éclater les autres, mais que je m'occupe aussi des gens qui sont complètement démolis. De morale de certaines personnes. Ouais. J'ai été créé pour ça. C'est pas dans ce sens. Alors, c'est pas dans la peur de l'orgueil, parce qu'effectivement, ça a deux finalités différentes, mais plus de se dire qu'à force de vouloir, on se dit, ok, on a un concept atrophié de soi, on travaille dessus pour le gonfler, pour revenir à un état normal, sauf qu'on c'est comme un haltérophile. Au départ, il travaille, et puis après, ça devient un bodybuilder, et il y a plein de muscles autour qui sont plus la réalité. Non. Et que c'est pas par orgueil, c'est qu'après il se dit ok, maintenant j'ai ces gros muscles, je dois encore faire plein de choses. Mais alors qu'en réalité, ils n'existent pas. Le danger, c'est de passer d'un extrême à l'autre. Ouais, d'une absence de lucidité, j'arrive pas à... Ça veut dire, quand quelqu'un... C'est-à-dire... C'est pas la mauvaise... Au nom de quoi je vais essayer... Ouais. Au nom de quoi je vais essayer d'inventer les qualités que j'ai pas? J'ai une connaissance intime de moi-même. Bah, ça vient de... J'avais marqué depuis le début que générosité, je suis pas généreux. J'ai pas inventé ça. Mais on fait un premier cercle avec ses qualités. Hmm. On va les développer à l'extrême, ce qui va Non. nous faire Ce qui va me permettre... des choses autour qui Non. finalement rentrent dans notre Non, dans notre parce que cercle. j'ai désamorcé, je comprends ce que tu dis, mais peut-être parce que j'ai désamorcé ça en mettant clairement ce que j'ai pas. Et ce que j'ai pas, justement, c'est la générosité. Donc je vais pas m'inventer quelqu'un avec la gentillesse de l'abbé Pierre, alors que je sais pertinemment que c'est pas moi ça. Donc ce que je vais par contre faire, je vais essayer d'un petit peu être un peu moins égoïste. C'est-à-dire la joie de m'être déployé dans mon domaine va m'amener à être un petit peu moins... donc je vais pas être d'un coup me dire que je suis quelqu'un de profondément gentil, je sais très bien que je suis pas parfait. Mais l'avantage, c'est que je sais pertinemment que toutes les zones que je n'ai pas de génialité, que j'ai couché sur le texte, c'est des zones que je vais petit à petit... mais petit à petit, je sais très bien que je pourrais pas inventer ça. Petit à petit, je vais dire, voilà, je vais être un peu meilleur par rapport à ça. Mais jamais j'aurai cette folie. Parce qu'encore une fois, quand tu as une connaissance intime de toi, tu es vrai là-dedans, tu es authentique. Tu vas pas commencer à inventer ce côté amphétamine du bodybuilder. Bah, Et t'es suffisant. Parce que l'idée d'aller chercher, inventer des choses que j'ai pas, c'est quand je suis pas content, j'ai pas ce contentement de moi-même. Mais si j'ai ce contentement de moi-même, j'ai pas besoin d'aller voir ailleurs. J'ai au contraire une certaine forme de satisfaction de moi-même. Ouais. Et au contraire, c'est une dynamique qui est permanente. Ça veut dire, je vais encore déployer. Et donc, je rentre dans un cercle vertueux qui est profondément goûteux. D'accord. Il n'y a pas de... En fait, dans ce schéma, ce que tu dis, c'est qu'il n'y a pas de dérive possible à vouloir aller appeler encore plus. Non, sûr que non. Encore une fois, j'ai pris soin toujours de marquer les qualités que j'ai pas. Je sais qu'en fait, la vie, c'est une ascension permanente. Ouais, il faut toujours aller de l'avant vers une asymptote, en permanence. On joue le rôle on se hisse vers ces asymptotes. Donc voilà un petit peu ce qui était important de préciser avant même de pouvoir regarder la génialité de l'autre. Encore faut-il être rempli par ces quelques zones de génialité, sans quoi donc on sera dans ce blocage. Voilà donc pour le verset numéro 4, on attaque donc verset numéro 5 si vous le voulez bien. Donc, Vayomer Boaz la Néharo. Boaz s'adressa donc la Néharo, je vous rappelle le contexte. Ruth a demandé à aller glaner dans le champ, elle était allée glaner dans le champ. Et elle vient d'être repérée par Boaz, qui est le big boss de tout ce parc immobilier, ce parc, pas foncier, on va dire, parc agricole, ouais. Donc ce parc agricole, cette corn belt, on pourrait dire presque, de notre Boaz. Et il l'a repéré, donc il s'adresse à la Néharo, à son serviteur, à Nitzav, à la Kotzrim, donc qui était celui qui était au-dessus des Kotzrim, des moissonneurs, ouais, donc celui qui régnait au-dessus. Il lui dit, Lemi Anehara Azot. D'où vient, à qui est cette jeune fille? Alors, ça c'est donc la question qui turlupine Boaz. À vous de jouer, qu'est-ce que vous remarquez ici? À qui, c'est pas d'où vient-elle? Non, à qui? Est-elle mariée en fait? À qui? Ouais, c'est ça. Ouais. Ça veut dire notion d'appartenance. Ouais. Et on aurait dû attendre où? Exactement, très bonne remarque. Ensuite.
What else? Il remarque elle, mais pas sa belle-mère. Elle est pas là. Elle n'est pas là. On avait dit qu'elle n'était pas là. Il n'y a que elle qui est allée. Ouais. Il y avait un arbitrage à faire. C'est elle qui s'est un petit peu. Qui a eu l'abnégation d'y aller. Il lui montre pas directement à elle. Il ne s'adresse pas à elle, effectivement. Il s'adresse pas non plus au moissonneur. Il s'adresse au boss des moissonneurs, effectivement. Maintenant, juste on pourrait se poser la question, mais. Ouais, c'est pourquoi il la remarque, quoi. Oui, Il n'est pas venu pour mater, apparemment. Ouais. C'est une personne de stature spirituelle. Donc qu'est-ce a qui. priori, il y a du monde. Et après, il y a du monde. Donc, pourquoi d'un coup, ses yeux se portent sur elle? Il a remarqué qu'elle était différente. Alors, donc forcément, il a remarqué cette. Mais on n'a pas vu dans les versets qu'est-ce qui se passait. Il n'y a pas tant de monde parce qu'on a dit qu'elle allait juste. Elle allait après. Alors, très juste. Il y avait pas- C'est vrai. Voilà. Donc, Elle a ce qui est. attendu que les- Voilà. Ça, Il n'y a pas une c'est foule, remarquable, en tout cas. puisqu'elle est allée chercher justement les coins du terrain qui ne sont pas des niches vers lesquelles tous les gens se ruent pour éviter trop de promiscuité masculin-féminin. Derrière le Effectivement. moissonneur. Voilà. Donc ça c'est un point très important. Les Minahara, c'est des jeunes filles, parce qu'on a déjà dit qu'elle était quand même tout à fait, Ouais. jeune fille, Alors quoi. c'est juste. Et, Nahara c'est une jeune fille. c'est un peu, enfin, à moins Bien qu'elle est bien qu'elle conservée. a les traits de l'âge. Ouais. Elle a 40 berges. T'as raison, elle a 40 berges, mais c'est vrai qu'à 40 berges, on s'appelle pas une Nahara. Juste. Surtout à l'époque. Donc faut comprendre. Ouais. Pourquoi on était plus abîmés, tu penses? Moi, je pense. Ouais, il n'y a pas de Il vivait lifting. plus longtemps. Il n'y a pas de lifting. Il y a pas de. Comment? Il vivait beaucoup plus longtemps. Ah non, À l'époque, non, non. non, Non, moi, je pense que 40 ans, c'est déjà Ah le ouais, c'était seuil de la déjà- mort. Quoi. ouais, C'était pas loin. Alors, Noémie, 70, au c'était seuil, max. au seuil de la mort, enfin, elle est encore pire. quoi. Ah, là, elle peut Ah, avoir, elle est, non, elle peut avoir 65, 55, 70. 56. ouais. Ah non, elle a brut à 40, son fils l'a épousée, elle doit bien avoir Ouais. un petit 60 ans. Tranquille. Bon, minimum. possible, ouais. Alors, Calcul à la douche. hein. très bonne remarque. Regardez, on va répondre. C'est 15, 16. Vayomer Boaz, la Naharou, il s'adresse au boss, à Nitzav al-Kohanim, Lémi à Nahara. Alors, Nahara, on peut dire la chose suivante. Ce qu'il a remarqué chez elle, c'est d'abord qu'elle a cherché à s'isoler le maximum. Qui plus est, il voit chez elle une certaine stature, une certaine façon, nous disent les Midrashim, de se baisser. Ah oui. Ouais. Attention à- Ouais, donc elle a comment dire, un rapport à la décence extrêmement développé. Et Nehara, alors Nehara, je vous propose le sens suivant. La notion de jeune fille, ouais, c'est pour un petit peu, comment dire, partir de la notion de pureté. Je m'explique. Lorsque les grands maîtres comme Botticelli, Michel-Ange utilisent des visages d'anges, ils prennent toujours des petits enfants. Ouais. Parce qu'en fait, ils sont toujours, comment dire, vecteurs d'une certaine notion d'innocence, ouais, d'un monde qui n'a pas été souillé. Et donc, ce qu'ils voient chez elle, il y a qu'elle ait 40 ans, ouais, c'est qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la pureté ultime. Ça, c'est donc le premier point à attraper. On a la même difficulté, si vous voulez, par rapport à Nehara. Dans un rachis très connu, on dit que Sarah est morte à 100 ans, 20 ans et 7 ans. Vayu yeme shene yeme Sarah me'an shana ve esrim shana ve sheva shanim. C'est le verset de début de Vaïchi Sarah. Ouais, ouais, voilà. Vayu. Bon maintenant, tout le monde demande pourquoi cette deux compositions 127. Et Rashi va expliquer que à 100 ans, elle était pure comme à 20 ans, et à 20 ans, elle était belle comme à 7 ans. Et le Rav avait posé la question, mais c'est un chassé-croisé ici, c'est l'inverse. Il fallait dire belle à 100 ans comme à 20 ans, parce que le critère, vie à 20 ans, elle est beaucoup plus belle, on va dire, que pure. Et inversement, à 7 ans, on est beaucoup plus pur que beau. Donc il y a ici un chassé, vous comprenez ou pas? Lorsque on dit que Sarah était belle à 127 ans, donc elle était belle à 100 ans comme à 7 ans, ça veut dire qu'on veut parler... On parle pas d'esthétique. Oui, mais c'est sûr qu'elle a été aussi esthétique. Donc il y a quelque chose qui est du domaine d'une beauté qui jaillit de la pureté. Et c'est pour ça que je parle de Botticelli et de Michel-Ange. Qui vont utiliser, c'est maître de la... Il y a une notion de sacré derrière, c'est ça en fait. Pas sacré, non, j'ai pas dit sacré justement. J'ai dit beauté. Une beauté angélique. Une beauté angélique, justement. Je ne vais pas rentrer dans le sacré. Donc ça, et inversement, comment dire, le critère de 20 ans pour la pureté, ouais, alors là c'est pour exprimer justement non pas l'innocence qui sécrète une pureté, mais pour exprimer inversement une pureté qui jaillit à partir d'un combat.
il y a un combat qui est mis en place, c'est-à-dire 20 ans déjà sur libre arbitre qui est usité depuis tellement d'années, et donc c'est la puissance du combat de toujours prendre la bonne décision. Ça, si vous voulez, c'est donc le point au niveau de Nehara. Maintenant, lorsqu'il dit Lémi à Nehara Hazot, ça veut dire qu'elle surgit. Ça veut dire qu'il y a ici une sorte de stupéfaction qui est marquée en filigrane toujours. Dans ce texte, il est très plat, mais en fait, il y a beaucoup de choses en filigrane. Il y a une stupéfaction de Boaz de voir cette figure féminine qui jure tellement avec le climat global, le climat du siècle, si vous voulez, de ces 4 siècles de l'époque des juges. C'est un climat de repli sur soi, d'individualisme à outrance, qui a été développé. Et elle montre, même dans un épisode de sa vie où elle est en train de mendier, donc elle doit avoir faim, elle montre cette noblesse, cette classe, et c'est ça qui surgit. Donc en fait, il y a quelque chose qui crève l'écran, si vous voulez, dans le personnage de Ruth. Donc, c'est pour ça en fait, qu'il y a le thème utilisé, c'est Azot, celle-là. Ouais. Et Lémi, ça veut dire, peu importe d'où elle vient, mais ça appartient à quelle race d'individu. C'est la question, c'est à qui appartient-elle? Réponse maintenant du moissonneur, Vaya Anahar, il répond, verset numéro 6, Anahar le jeune, Anitzav à la Kotrim, qui est toujours ce jeune qui, un petit peu, on pourrait dire, le maître, comment on appelle ça, le contremaître, merci. Le contremaître, Vayomer Nahara Moabiyahi, c'est une Nahara Moabia, qui vient de Moav, Ashava im Noémi, Misde Moav, qui revient avec Noémi, Misde Moav, des plaines de Moav. À vous de jouer. Pardon, allez. D'abord, lui, il est au courant. Bon, Oli est au courant. Ça, c'est pas vraiment surprenant. Ouais, Qui vient, ça se sait. Ouais, ça, c'est sûr. Les gens, ça jase, ça parle, donc c'est pas étonnant. Il y a du qu'en dira-t-on, c'est pas trop étonnant. Ensuite. Ce qui est étonnant, c'est qu'il dit une fille moabite qui est revenue de Moab avec Noémie. Exactement. On devrait dire, elle est moabite, elle vient de Moab. Ok, elle vient de Moab avec Noémie, mais... Alors, exactement. Il y a ici une Moabite qui revient de Moab et qui revient avec Noémie, Miss des Moab. Ouais, c'est un peu lourd comme expression. Moins qu'on peut dire, c'est très lourd, ouais. Alors, il y a plusieurs pistes de lecture. Soit une piste version haute, soit une piste version très basse. Ça s'interprète de deux façons. Donc, ce contremaître, nous dit la chose suivante. Soit je dis de façon haute, ça veut dire, en 2 mots, il résume toute l'histoire terrible de cette personne. Ça veut dire, toi, quand tu as dit, il a mis un Arazot, ça veut dire, mais d'où ça sort cette fille tellement incroyable? Elle est incroyablement sublime dans sa noblesse. C'est incroyable. Donc, le bonhomme, il est complètement stupéfait. Réponse, de façon hyper belle, il dit, mais tu sauras, le pire, c'est qu'en fait, elle vient de Moab. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas qu'en fait, elle vient d'une famille hyper de l'aristocratie juive, et on la connaissait pas, non. Elle vient des tréfonds les plus abjects de l'humanité. C'est Moab. Ça, c'est elle. Donc, Ashava im Noémie, qui vient, im Noémie, qui revient avec Noémie, ça veut dire que elle est capable de faire tchouva. C'est-à-dire qu'elle revient des plaines de Moab, elle fait tchouva, mise des Moab, du champ de Moab. C'est pas simplement qu'elle a fait tchouva, mais en fait, elle a complètement abandonné la géographie de Moab. Donc en fait, en d'autres termes, en quelques mots, il vient résumer ce parcours complètement incroyable de Ruth. Ça, c'est une lecture haute. Il y a une lecture plus basse, qui est très intéressante. Très intéressante. Le Nahar, voit une certaine forme des yeux pétillants de Boaz, qui est intrigué par cette personne. Et dans la vie, on a toutes et tous une certaine difficulté, une certaine gêne par rapport au conte de fées. Dans le chapitre, c'est un peu trop beau pour être vrai. Ça nous gêne le trop beau pour être vrai. Non seulement on n'y croit pas, mais on n'aimerait pas que ça se réalise. Parce que ça nous renvoie à une vie, notre vie qui peut être un peu trop médiocre. Et donc, quelque part, il viendrait saper l'intérêt, la curiosité de Boaz. Il dossier. Comment il lui brise le dossier, il lui casse la baraque. Il lui casse la baraque, et il dit, Vayamer Nahara Moabia, n'oublie pas, Moabia avec tout le sens que ça implique. Et
Ashava im Noémie. Et tu pourrais te poser la question, bon, elle a l'air hyper bien, c'est quand même bien pour une fille qui vient de Moab. Ouais. Elle est mue par un idéalisme, peut-être, qui est le rapport à Dieu. Non. Elle est avec Noémie. C'est-à-dire qu'en fin de compte, elle est encore sous l'emprise de Noémie. Et donc, son attache spirituelle ne provient que de l'influence d'une personne, et non pas l'influence de Dieu. Vous comprenez un petit peu la subtilité, c'est extrêmement subtil ça. C'est une suiveuse. C'est une suiveuse, ouais. C'est-à-dire, quand t'es à côté de quelqu'un de charismatique, finalement, ça te permet de prendre le trump d'une personnalité que t'as pas. Vivre dans le giron de quelqu'un qui est extrêmement charismatique ne te développera jamais. Parce qu'en fait, tu peux finalement prendre le trump d'être un suiveur naturel. Donc, il est en train de dire que finalement, c'est une suiveuse. C'est pas mal, mais ça veut dire qu'elle n'a pas, si tu veux, incorporé une densité personnelle. Elle n'a de densité existentielle que finalement la proximité avec Noémie. Ouais, c'est très dur, ce que je vous dis. Mais c'est deux lectures possibles par rapport aux mêmes choses. C'est réducteur. C'est réducteur. Oui. Il y a deux lectures, une lecture haute, une lecture basse. Et le Chazal propose deux lectures possibles. En même temps, connaissant la suite de l'histoire, on va dire, c'est un peu vrai. C'est-à-dire qu'effectivement, elle va vouloir, elle est partie donc de Moab pour monter jusqu'à sa conversion, jusqu'à tout ce qui est fait, mais elle est aussi toujours accrochée à Noémie, qui peut lui dire exactement ce qu'elle doit faire, comment elle doit faire, qu'est-ce qu'elle doit faire. Et c'est ça la vie. C'est ça la vie. On est tous, à part Abraham, on est tous un petit peu obligés dans la vie de flirter avec un modèle. Oui, mais là en fait, c'est pas deux lectures, c'est les deux en même temps. Elles ont rien de contradictoire en fait. Ok, j'entends. Sauf que cette insistance sur Moab, ça plombe. La deuxième lecture, c'est une insistance très bonne en disant pas de danger, quoi. La deuxième lecture ne laisse aucune place à une forme d'évolution. Ouais, ça veut dire elle est encore sous l'emprise, quoi. Ça veut dire il y a rien qui est fait. En tout cas, et elle est prête à le rester. Ouais, c'est ouais. en filigrane. Ouais. Ça veut dire en fait ce sera toujours une suiveuse. Non, la deuxième lecture est quand même gênante. Je ne trouve pas qu'elle soit à l'opposé, qu'elle soit contradictoire. Je pense juste qu'elle. Ça casse la baraque. Bah non, d'un côté. Te fais pas d'illusions. Ce qu'elle a incorporé, c'est juste une proximité avec Noémie. Oui, mais si on est. C'est du mimétisme. Oui, mais si on revient sur juste le verset d'avant, où finalement on doit voir dans chacun quelque chose de bien et d'évolutif qui peut se développer. Ouais. À ce moment-là, de la même manière, ok, pour l'instant tout vient de Noémie. Par contre, ok, même si ça vient de Noémie, c'est là. Et bien que ce soit dans ma phrase, tu veux dire ça peut, pas mal, ça joli. peut, ça peut J'entends. aussi amener J'entends. vers cette ça. Bien vu. C'est-à-dire, il est dans la mouvance de ce qu'il a appris de Boaz. Il est dans le Hachem Imachem. Ça veut dire que si il dit voilà, ça c'est des choses. Ouais. Ok, j'entends. Après, Tu veux dire ok, j'entends. Donc c'est pour ça J'accepte. que moi c'est pas contradictoire. Moi j'ai toujours vu ça comme je suis prêt à accepter, à plier les chines. non, Bémet, non mais tu as raison, parce que c'est très possible que tu as raison. Parce que Bémet, cette deuxième lecture me gênait. Surtout cette idée de on n'aime pas, on veut pas croire on va pas croire à quelque chose de grandiose, quoi, en deux mots. Ouais, ça me gêne, c'est un peu petit, quoi. On n'est pas obligé de dire ça. C'est un jeune veuf aussi. Il vient de perdre sa femme, donc c'est. Qui? Tu parles de Boaz? Boaz. Et donc? Son serviteur, il sait il va pas lui brancher de nana alors qu'il vient de perdre. Ah, donc tu dis, c'est possible. Ouais. Aussi ça joue. T'as raison, ouais. Ok, d'accord. C'est peut-être aussi pour l'éprouver, tout simplement. Il n'est pas le bon Dieu pour éprouver quelqu'un. Il y a juste la première version qui dit regarde tout le chemin qu'elle a fait, mais attention, ce chemin c'est parce qu'elle est suiveuse de Noémie. J'entends. En revanche, elle l'a quand même fait ce chemin. Donc ça reste toujours admiratif, mais lucide. Admiratif et lucide. Est-ce que quand il n'y a pas Noémie, ça va se casser la gueule, ou est-ce que quand il n'y a pas Noémie, elle va encore plus se révéler? C'est presque la question qui se pose à Boaz et à ce serviteur. Tu dis donc, ok, ça marche. Ouais, soit c'est de la comp. Ok, d'accord. Le Mefaresh, en fait, le Mefaresh, lui, il a proposé 3 pistes. C'est un résumé. Ouais. Une piste compassion, une piste dissuasion. Dissuasif, clairement. Lui, il a voulu faire ça, mais tu as raison qu'il n'est pas obligé de faire ça. Ok, j'entends. Je continue. La Tomère. Comparé à ce genre de commentaires, tu vois, je me sens un petit peu. Non. Au niveau. Non, ça veut dire il y a une grande latitude. On est dans l'interprétation, il y a une latitude. Donc on peut se permettre de voir autre chose. On a le droit. C'est vrai qu'en première lecture. Tant que ça ne va pas à l'encontre d'une halakha, il n'y a aucun souci. C'est pas. Ouais, c'est en principe ça. Donc va Tomer à la Ketana. Donc elle nous a dit, donc il raconte ce qui s'est passé.
Elle nous a dit, deux points guillemets, Allah ketana, de grâce, laissez-moi glaner, va à safti baomarim, et je vais recueillir les épis. Ouais. Achare akotzrim, après les moissonneurs. Vatavo, vatahamod. Ouais. Elle est venue, vatahamod, elle s'est tenue. Mais azaboke vadata, depuis ce matin jusque. 7. Bonjour. Bien, jusqu'à maintenant. Ze shifta abait me'at. Elle, comment dire, tellement, donc elle est restée très peu de temps à la maison. Donc je répète. Elle dit à la ketana va safti baomarim, de grâce, laissez-moi, récupérer glaner des épis de blé. Après les kotzrim, vatavo, vatahamod, elle est venue, elle s'est tenue, mais un zaboker depuis le matin, vadata jusqu'à maintenant, ze shifta abait me'at. Ouais. Tellement le séjour à la maison a été petit. À vous de jouer, quelles sont les questions? Elle est là depuis ce matin et en même temps son séjour est court. C'est un peu étrange. Ouais. La journée, c'est pas court. Surtout une journée de moissonneur, c'est pas court. C'est c'est éprouvant. à la maison. Non, à la maison. Ouais, comment tu traduis La maison. ça ouais. Ça veut dire qu'en fait, elle est... à la maison de temps. Non, à Nobi, ça veut dire... Non. Elle est partie très tôt le matin, en deux mots. Elle a peu profité de la maison. Ils sont arrivés... Ah, alors j'avais vraiment pas compris. Oui. Donc elle a été hyper zriza. Comment dire ça en hébreu? Hyper. Zélé, ouais. Zélé, ouais, exactement. Merci. Donc, alors, ça maintenant, regardez. Ouais, il y a d'autres remarques? Je vous rappelle... Elle vient alors que c'est un droit pour tous ceux qui ont besoin de venir glaner. Elle dit vient de demander grâce. d'abord. Ouais. Alors, Elle vient d'abord demander alors que c'est tous ceux qui sont dans le besoin ont le droit de venir le faire. Sauf qu'elle dit achara kotzrim, c'est-à-dire qu'elle jure par rapport aux autres, c'est qu'elle attend que les moissonneurs, elle emboîte le pas aux moissonneurs avant que les gens ne viennent pour ne pas être dans la promiscuité. Donc elle a demandé une sorte de petite fleur de pouvoir être la première, tôt le matin, la première à récupérer ce dont elle a besoin. C'est à la suite des moissonneurs. Après, oui, elle emboîte le pas. C'est-à-dire, les moissonneurs, en fait, qu'est-ce qu'elle vient prendre? Le leket, il y a trois parties qu'on peut prendre pour un pauvre. Soit leket, ça veut dire, lorsqu'il moissonne, il embrasse le tas, il y a quelques épis qui tombent. Ceux qui tombent, c'est pour le pauvre. Il ne peut pas faire récupérer les miettes. Ou bien, il y a la PA, c'est un coin entier. Et là, tout le monde va parce qu'en fait, c'est un point qui est vierge, donc tout le monde est là-bas. Soit le shira, c'est ce qu'il a oublié. Ce qu'il a oublié, ça veut dire qu'il ne peut pas revenir dessus. Maintenant, miser sa vie sur ce qu'il a oublié, c'est délicat. Il fait attention de ne pas oublier. Donc, la chose la moins risquée au niveau promiscuité masculin-féminin, c'est les quêtes, ça veut dire récupérer les miettes, les chutes, comme tu dirais. Donc, là, maintenant, elle a demandé, voilà, juste après vous, je vais être la première, quelque part, à pouvoir prendre, et elle a demandé gentiment, après les moissonneurs. Elle pourrait, si vous voulez, se coller au moissonneur pour tout de suite récupérer. Comment ça se passe? Ils prennent, et après ils disent, une fois que vous sortez, je viens. Mais elle pourrait le suivre. Et tu récupères, comme un petit corbeau, quoi. Ouais. Est-ce que c'est ce que faisaient les autres ou pas? Non. Ou est-ce que vraiment elle passe en premier? Les autres font ça, les autres ils talonnent. Bah, évidemment. Donc là, elle vient vraiment. Il y a une distribution, des distributions de coca dans la rue, et les gens ils sont là comme des trucs, ils vont pas attendre que. Non, allez-y, passez, j'attends que ça se dégorge, ouais. Donc là, il y a quelque chose de classe chez elle. C'est qu'elle garde en permanence, malgré la nécessité vitale de manger, elle garde en permanence ce frein, c'est à dire je me tiens bien, quoi, jusqu'au bout. Maintenant, il y a un truc que vous ne pouvez pas... ouais, donc voilà, ça c'est donc ce qu'elle dit. Mais et encore une fois, Vatavo, Vatahamod, il précise encore ce qu'on avait vu, c'est qu'elle est venue, elle est repartie, elle est revenue. Elle a fait du repérage juste pour voir les endroits qui seraient les moins dangereux. Donc elle met en place une stratégie, c'est pas je meurs de faim, tant pis, on oublie, quoi. Ouais, les ramis permettent, c'est bon, vous inquiétez pas, ouais. Il n'y a pas le choix, puis quoi, des fèches devant. Il y a plein de façons de se donner des permissions dans la vie. Elle a été magnifique là-dessus. On finit juste sur le verset numéro 8, Boaz. Comment il réagit par rapport à ce qu'il a entendu d'elle. Vayomer Boaz el route, allo shamat biti. Donc il s'adresse à elle, lui dit, allo, voici que shamat biti. Ouais. Écoute, ma fille. Al telchi lilkot besade acher. Ne va pas glaner dans d'autres champs. Vegam lota avuri misé. Vekotit bakin imna rotai. Vegam lota avuri misé. Et ne va pas dans un autre champ de celui-là. Et ne t'éloigne pas de ce champ. Vekotit bakin imna rotai. Et attache-toi avec mes filles. Donc mes filles qui viennent mes glaneuses. Il dit trois choses, faites attention. Ne va pas dans un autre champ. Ne
t'éloigne pas de celui-là, et attache-toi à Imna Rotai avec mes filles, mes jeunes. Trois choses qu'il lui dit. Et essayer de la protéger. Ouais. De l'encourager dans sa démarche de Ouais. rester attentif. Je vais t'arranger le dossier. Il veut la garder près de lui aussi. Alors, il y a plusieurs choses qu'il dit, vous allez voir tout de suite, je vous donne rapidement les pistes. Première des choses, la réaction d'un Ma'amine, de quelqu'un qui est en permanence en connexion avec Hachem et essaie de comprendre dans la vie qu'il y a énormément de cadeaux de la vie d'Hachem. Quand il dit Alaketa, lorsqu'il dit, je m'avais dit, Al telchi ne va pas aller glaner dans d'autres champs. Sous-entendu, si la providence l'a amené dans mon champ, c'est que c'est comme si Hachem, par hasard a priori, c'est comme si Hachem avait dit tu t'en occupes. C'est une façon de traduire un événement totalement fortuit en clin d'œil de la providence. Ça, c'est toute la vie, ça. C'est tout le message du route. La faculté de voir dans la trivialité de la vie en permanence des clins d'œil, des bombardements de clins d'œil d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, il te fait de l'œil. Il te fait du pied, non-stop. Maintenant, ça, c'est le premier point. Et vegam lota avuri misé, vekot idbakin imna rotai. Et d'ailleurs, on retrouve cette même idée. Vous vous rappelez, dans l'épisode où Eliezer est allé chercher la perle rare pour Yitzhak, nous dit le texte, il s'adresse à Hachem, il fait une prière, il dit Akrena lefanai, je t'en prie Hachem, fais-moi venir devant moi. Akrena, qu'elle arrive de façon fortuite devant moi. Lorsqu'il fait ce récit auprès des parents de Rivka, alors il demande donc la main de Rivka en disant voilà, j'ai plein de fric, on va la gâter, blablabla. Et à ce moment-là, donc le père de Rivka répond de la façon suivante Inne Rivka lefanecha kachlar, Rivka est devant toi, tu peux la prendre. Vatei isha le'adonecha, et qu'elle devienne la femme de ton maître, c'est-à-dire Yitzhak, ka'asher diber Hashem, comme l'a dit Hachem. Où est-ce qu'on a vu dans le texte de la Torah que Hachem a dit Rivka sera? Il n'a jamais dit. Non, mais élément de réponse. Eliezer, il a demandé. Il a dit. Non, ça veut dire Akrena lefanai. Ça veut dire c'est la façon que Eliezer a eu de traduire la rencontre fortuite s'appelle une parole exprimée d'Hachem. C'est le même principe. C'est être capable de traduire les événements fortuits de la vie comme si Hachem était venu et dit Vayomer Hachem, prends cette fille Rivka et tu l'amènes à Yitzhak. C'est comme ça qu'il voit la chose. Donc c'est pas un hasard, c'est une façon de dire voilà, je suis en communication avec Hachem. C'est ça en fait qui fait c'est ça qui est magnifique, c'est qu'il est capable de percevoir dans la présence d'une vie, voilà, ça veut dire que j'ai un dossier que Hachem m'a envoyé directement. Ça c'est le premier point. Lecture au sens littéral, lecture beaucoup plus sophistiquée, qui est une lecture presque, en tout cas en subliminal, qui est de dire Al, ma fille, ne va pas glaner dans d'autres champs. Donc à part le fait que je ne vais pas refiler le dossier au CASIP ou je sais pas, c'est moi qui m'en occupe, mais ne va pas aller dans d'autres champs en fait, ne va pas aller flirter avec d'autres idéologies. Ça c'est une lecture beaucoup plus sophistiquée. Reste dans l'idéologie juive et qui va faire le pendant avec l'Oye Elohim Acherim. L'Oye Lecha Elohim Acherim, le deuxième commandement de la Torah. Ça, c'est en fait l'idée de ne pas aller flirter avec d'autres systèmes de pensée, d'autres systèmes de religion. Vegam lota avuri misé, cette lecture misée, une lecture qu'il faut comprendre. Misé, où est-ce qu'on a vu misé? Première occurrence de misé dans la Torah. Misé ou misé. On parle des tables de la loi qui étaient écrites de part et d'autre, misé ou misé. Ne transgresse pas ce qui est marqué dans les tables de la loi. Donc c'est encore une lecture en filigrane. Vechotit bakin imna rotai. Vechotit bakin fait Vachem le fait la nécessité de se coller à Kadosh Baruch Hu. Ça c'est donc le troisième niveau. Imna rotai avec mes filles, ça veut dire que tu auras besoin dans la vie pour d'évoluer dans une micro-société. On a besoin de la synergie de la micro-société pour pouvoir évoluer. Donc, essaie de te mettre, en proximité de toutes les filles qui pratiquent depuis tellement longtemps, qui pourront petit à petit te donner cette aisance. Voilà un petit peu donc les trois axes qu'il lui propose. Premièrement, reste bien dans la bonne idéologie. Deuxième chose, ne transgresse rien de toute la Torah misée au misé. Troisième chose, il y a besoin d'une micro-société pour pouvoir évoluer, sans quoi on a énormément de mal à avancer. Je m'arrête là. Next, la semaine prochaine, on continue ça. D'accord? Ouais. Et je te Shabbat Shalom. Petite question subsidiaire. Il nous a donné ça dans la rue, c'est autorisé, tu crois ou... Je sais pas. Tiens... Je sais pas.
Je regarde la consommation, je sais Ah pas. bah, tiens, regarde, parce que moi, je ne jamais rien. Hein. Mais je regarde sur la liste. Ah, c'est nouveau. Je suis dans non. Tuscane.